Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, qui sont ces jeunes qui dès l'adolescence ont maille à partir avec la justice et que les services pénitentiaires d'insertion et de probation tentent d'aider? On en parle avec l'invité du Grand Oral, le journaliste Basile Debure. Il les a longuement écoutés et ça donne un livre absolument passionnant. L'Anti-Sèche aujourd'hui, ou comment l'actu résonne à l'école. L'Anti-Sèche, elle repose sur ce débat récurrent sur les vertus supposées de l'uniforme scolaire. On verra qu'il n'y a pas eu d'âge d'or de l'uniforme, mais on le verra avec Marine Plantec. Avec Marine, toujours l'heure de la récré. Là, on va apprendre en s'amusant avec Smart 10, un quiz à faire en famille ou entre amis. Vous allez voir, on va tester. Et puis enfin, on retrouvera Marie-Olivier pour son cours particulier. Avec elle, retour sur le dispositif bâtisseur de possibles. Il nous vient d'Inde. Il tente d'inoculer un virus tout à fait sympathique aux enfants et aux ados. Le virus I Can, je peux. La quotidienne de School TV, c'est parti, c'est maintenant. Grand Oral. Ok, j'avoue, à la quotidienne, on a nos chouchous. Et le journaliste et écrivain Basile Debure en fait partie. On l'avait accueilli il y a quelques mois pour un superbe livre enquête sur les jeunes footballeurs du Red Star. Le revoici pour un nouveau livre. Il est intitulé « Que le destin bascule ». C'est toujours chez Flammarion. Et cette fois encore, il met en scène sa rencontre avec des jeunes gens qui ne lui ressemblent pas. Ils ont été condamnés par la justice. C'est une obsession. Bonjour Basile. Bonjour. On est ravis de vous revoir. Une obsession à comprendre ces jeunes dont vous livrez une explication en page 298 qu'évidemment je n'ai pas tout à fait préparée. Si je l'ai préparé à décocher, je vous cite « Ma vie de bourgeois, ma vie de privilégié, c'est ce qui me hante depuis que j'apprends à connaître d'autres vies que la mienne, d'autres destins de garçons et de filles qui ne sont pas nés sous la même étoile. La clé de cette obsession se trouve peut-être dans mon passé, dans ces souvenirs de jeunesse que je convoque entre nostalgie et prise de conscience grandissante. » Oui, absolument. C'est la clé. Tout a commencé il y a 6 ans, en fait, quand on m'a proposé de participer à ce stage. Ouais. C'est un stage de citoyenneté à destination de jeunes adultes sous main de justice. Donc des personnes qui ont été condamnées à une peine de travail d'intérêt général. Quand on dit sous main de justice, ça veut dire, en fait, c'est soit des personnes qui ont été condamnées. Qui sont en prison, soit il y a une condamnation, quoi. Exactement. Ils ont été condamnés et ils exécutent leur peine en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en prison, c'est une alternative à la prison. Et cette peine de tige, de travail d'intérêt général. Donc ce stage s'effectue au sein d'une association. On vous le propose, je dis ça quand même, parce que vous avez l'habitude de faire des ateliers pour les jeunes. Je crois que vous avez fait le calcul, que vous avez, alors j'allais dire formé, en tout cas que vous avez fait des ateliers pour 8000 jeunes depuis que vous Oui, c'est ça. Je travaillais déjà dans l'éducation aux médias, voilà, au sein du groupe Playback Press, où on recevait des enfants. Et donc j'en ai croisé quasiment 8000. Donc j'avais l'habitude de parler de mon métier et d'expliquer les mécanismes de la création de l'information. Et c'est dans ce cadre que l'association a fait appel à moi donc, pour m'adresser à un tout nouveau public, puisqu'il s'agissait de rencontrer ceux qu'on appelle les délinquants. Donc j'ai commencé à participer à ce stage en arrivant avec un certain nombre de préjugés, d'idées reçues. J'étais même un peu inquiet, je le raconte au début du livre. Vous dites ça. Et en 6 années passées au contact de ces jeunes, toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur eux sont tombées les unes après les autres. Et c'est vraiment ça que je voulais raconter dans le livre. Alors ces jeunes, il y a une surreprésentation de jeunes hommes noirs et arabes, dites-vous, dans les stages. Quand vous interrogez une dame de la PSV, elle vous dit « Ah mais ça, c'est Victor Hugo, c'est Michel Foucault, ça ne date pas d'hier, ce sont les pauvres qui se retrouvent devant la justice. Et les pauvres aujourd'hui, ce sont les personnes issues de l'immigration. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Comment vous vous préparez à ce premier stage, à cette première rencontre? Alors vous le racontez de manière assez cocasse dans le bouquin, vous avez une plume, faut-il le rappeler, vous avez une verve absolument géniale et beaucoup d'humour, mais vous avez la trouille en vrai. Complètement. Je suis mort de peur. Donc moi, je me suis préparé des fiches, j'ai tout un discours que j'ai rédigé, des vidéos YouTube pour m'aider. Et puis en fait, quand je pars de chez moi le matin du premier jour, je me rappelle de rien. Ma tête est complètement vide et je suis juste paniqué. À cause, encore une fois, de ces représentations et des préjugés que je peux avoir. Parce que certains peuvent être fichés S, parce que certains peuvent être soit à la limite, soit radicalisés. Vous ne savez pas à qui vous allez avoir affaire, quoi. Exactement. Ce stage, il s'inscrit dans le plan de lutte contre la radicalisation qui a été lancé après les attentats de Charlie en 2015. Donc c'est la mairie de Paris qui a l'initiative de ce stage. Et donc c'est un stage de prévention pour déconstruire les théories du complot, toutes les fake news auxquelles certaines catégories de la population peuvent adhérer. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à moi en tant que journaliste, pour, encore une fois, expliquer comment est-ce qu'on construit l'information pour déconstruire toutes ces idées qui peuvent exister chez ces jeunes. À quoi vous savez à la fin d'un stage que ça, entre guillemets, plutôt marché, plutôt pas marché? Alors on ne peut jamais vraiment le savoir. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut provoquer chez ces jeunes, mais il y a quand même 1 ou 2 indicateurs qui ne trompent pas. Déjà, il y a le taux d'assiduité. Ce stage, il dure 1 semaine et il arrive très régulièrement que des jeunes commencent un stage et ne viennent pas après le premier jour. Nous, les jeunes qui y participent, quand ils commencent, ils font toute la semaine. On n'a quasiment pas de perte. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça leur plaît. On a aussi les retours. Le dernier jour, on fait un bilan avec eux. On leur demande leur avis. On leur demande de nous expliquer ce qu'ils ont pensé de ce stage.
D'ailleurs, je le raconte dans le livre, il y a une anecdote assez incroyable d'un jeune homme qui nous dit « mais c'est la première fois de ma vie qu'on me demande mon avis sur quelque chose ». Alors qu'il a 20 ans, ce qui m'a complètement sidéré. Et les retours qu'ils nous font sont extrêmement positifs. Ils sont contents d'avoir été écoutés, d'avoir pu débattre, d'avoir pu échanger. Et voilà, il y a quelque chose que parmi les travailleurs sociaux qui travaillent avec ces jeunes, on me dit souvent que c'est un travail de semeur. On sème une graine et on ne sait jamais quand ça va éclore. Un jour. Avec quand même un sujet qui fâche, vous dites que ces stages ont été lancés après les attentats dits de Charlie. Il n'y avait pas que Charlie ce jour-là, malheureusement, ou ces jours-là, puisque ça s'est passé sur plusieurs jours. Ça reste le sujet qui fâche quand même. C'est un sujet qui revient très souvent, qui fâche, mais en même temps sur lequel ils ne sont pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un a une position un peu radicale sur Charlie Hebdo, il y a toujours le groupe que le débat se fait. Groupe qui va toujours le rappeler à l'ordre, le mettre un peu de nuance, lui rappeler qu'on ne tue pas pour un dessin. Ils sont quand même tous d'accord de ce côté-là, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, ils n'ont jamais lu Charlie Hebdo. Moi, j'arrive toujours avec une revue de presse, avec un certain nombre de journaux que je leur présente, et on fait toujours tourner un exemplaire de Charlie dans la salle. Et ce qui est formidable, c'est que quand le journal tourne, à un moment donné, il y en a toujours un qui éclate de rire, tous les autres qui se retournent vers lui, ils montrent un dessin, marrant, et on voit vraiment le pouvoir de l'humour. Comment est-ce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de rire. Néanmoins, ce que vous racontez dans tout le bouquin, c'est cette différence de destin. Le titre, c'est que le destin bascule entre ces jeunes et d'autres jeunes mieux nés, comme on dit, et qui peuvent par moments commencer à déraper. Vous racontez notamment d'anciens camarades à vous du lycée Montaigne, qui étaient quand même des sacrés lascars à l'époque, qui faisaient de grosses bêtises, mais qui, vous avez regardé ce qu'ils étaient devenus 10 ans après. Finalement, l'un d'entre eux habite à New York, où il travaille dans la finance, l'autre est cuisinier dans un restaurant associatif. Au fond, ce que vous dites, c'est que pour ces jeunes-là, le calcul était vite fait. Pourquoi continuer à déconner quand papa finançait une école prestigieuse? La docilité des jeunes bourgeois commence lorsqu'ils réalisent que ce monde est fait pour eux. C'est une alternative que n'ont pas d'autres jeunes. C'est ce que raconte Que le destin bascule de Basile de Bure. On se retrouve, si vous voulez bien, Bastille, juste après l'Anti-Sèche. Marine Plantec. Et c'est une première, Marine, vous ne le savez pas, elle est en régie, elle prépare l'émission. Vous allez mettre un visage sur une personne essentielle dans la quotidienne. Marine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Qui remplace au pied levé, c'est vraiment le cas de le dire, ouais. Emma, qui normalement est la tenancière de cette Anti-Sèche et de cette récré. Et vous allez le faire autour d'un sujet d'actualité en ce moment, qui est l'uniforme à l'école, que certains aimeraient rétablir. D'abord, est-ce que rétablir, c'est vraiment le bon terme ? Pas vraiment, ou en tout cas, oui et non. L'uniforme, ça a certes déjà existé dans le passé, mais dans des cas très spécifiques, tellement spécifiques qu'on ne peut pas dire que l'uniforme ait été un jour obligatoire à l'école. En fait, on entend parler de l'uniforme en France pour la première fois en 1870, avec la création d'écoles militaires privées. Là, les élèves portent un uniforme, mais attention, ce n'est pas pour gommer les inégalités, comme le veulent aujourd'hui ceux qui défendent l'uniforme, parce qu'ils sont riches, au contraire, parce qu'ils sont riches et que l'uniforme représente une élite. Et oui, c'est ça, ils envoient un gros signal. Et c'est surtout en fait à partir de Napoléon qu'on voit apparaître et se développer l'uniforme. Tout à fait. Napoléon qui crée des lycées payants, réservé à une élite, même si ça marque tout de même la naissance de l'enseignement public. Mais là encore, l'uniforme est obligatoire pour les internes. Il représentait à l'époque 50 à 60% des élèves. C'était un uniforme quasi militaire et surtout, c'était un réel investissement pour les familles car ces habits étaient très coûteux. Mais rendez-vous bien compte... Oui, ça ne concerne personne. Non, ça représente très peu de monde. On est très loin de l'école pour tous à ce moment-là parce que vers la fin de l'Empire, en 1815, il n'y a que 35 lycées en France. Ça fait en moyenne 3 par département. C'est ce qu'on avait vu avec Françoise Davis la semaine dernière dans l'émission d'ailleurs. Et puis alors ensuite, à l'école primaire, il y a ce qu'on peut appeler un uniforme, mais ce n'est pas au fond vraiment l'uniforme, c'est la blouse. Oui, tout à fait, mais elle n'a jamais véritablement été obligatoire, cette blouse. Quand ça se démocratise, l'enseignement primaire et public, à partir de 1833, on faisait porter la blouse aux écoliers. Mais ce n'était pas vraiment dans la volonté de porter un uniforme, mais plutôt de protéger leurs vêtements. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de stylo-bille, on écrivait à l'encre, et donc c'était uniquement pour ne pas se tacher et préserver des vêtements qu'on ne pouvait évidemment pas, comme aujourd'hui, acheter par l'octroi le samedi si on veut. Pour en revenir à l'uniforme, lui aussi va peu à peu disparaître des lycées. Oui, je vous disais que l'uniforme était réservé aux internes. Et c'est justement parce que le nombre d'internes va baisser en France que l'uniforme va commencer à disparaître. Et pourquoi il y a moins d'internes ? Eh bien parce qu'on va créer de plus en plus de lycées et de collèges communaux. On aura facilement accès du coup à ces établissements et forcément le nombre d'internes baisse. Mais c'est pas l'unique raison. Certains médecins vont alerter sur les dérives de l'uniforme. Les familles vont parfois acheter des uniformes un peu trop grands pour qu'ils durent dans le temps. Résultat, il y a des élèves qui se retrouvent plus tard avec des uniformes un peu trop serrés et ça crée de l'inconfort. Et alors, les directeurs d'établissement commencent eux aussi à faire bouger les choses ? Oui, peu à peu, l'uniforme n'est devenu obligatoire que lorsque les élèves sortaient en ville. On privilégie des habits plus ordinaires, mais bourgeois tout de même au sein de l'établissement. C'est vrai qu'on regarde les photos, les lycéens
Même il y a 50 ans, ils sont en costard. Oui, c'est vrai, le vêtement de ville devient majoritaire, sobre, une veste pour les garçons, une robe longue pour les filles. Et puis à partir de 68, on se libère encore un peu plus. Les filles ont l'autorisation de porter des pantalons et il y a une libération des mœurs. On a envie de porter ce qu'on veut. La mode et le style s'installent à l'école. Donc vous voyez, on parle beaucoup de rétablir l'uniforme, mais on se rend compte qu'il n'a jamais vraiment eu une présence obligatoire dans l'école publique française. Non, c'est le crop top maintenant, l'uniforme. Exactement. Marine, merci. On se retrouve pour la récré. On va jouer, c'est ça ? Tout à fait. Génial. Basile de Bure, grand oral. Quand le monde va bien pour soi, il va de soi. C'est une citation de Pierre Bourdieu. Elle est placée en exergue de Que le destin bascule, que Basile de Bure publie chez Flammarion. Formidable livre. Ce que vous racontez, on va parler un peu de ces jeunes, après avoir parlé de ces stages. De qui sont-ils ? Ils ont des parcours chaotiques. Parfois, ils revendiquent ce parcours chaotique. Vous le citez. Quand vous arrivez devant ces stagiaires, vous essayez justement de leur expliquer Bourdieu, la sociologie, de leur dire en gros vous êtes victime du système. Et lorsque vous terminez votre démonstration, convaincu, dites-vous, de leur avoir révélé une terrible vérité, leur réaction est souvent à l'opposé de mes attentes. Non mais monsieur, si on est là, c'est de notre faute. C'est parce qu'on a fait de la merde. Personne ne nous a forcé à dealer, c'est notre choix. On savait très bien ce qu'on risquait. C'est assez terrible aussi cet auto-enfermement. Oui, absolument. Ils sont extrêmement durs avec eux-mêmes. Et il y a aussi une intériorisation du stigmate. Ils ont tellement entendu qu'ils étaient des voyous, des bons à rien, des racailles même, parfois ce terme que je déteste dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ils ont fini par l'accepter. Et c'est comme s'ils voulaient correspondre à ce qu'on attendait d'eux. Dans cette expérience, j'ai été amené à me poser des questions sur ma position sociale, à me poser la question de pourquoi est-ce que ces jeunes étaient condamnés par la justice et pas moi. Donc à étudier, comme vous l'avez dit, Pierre Bourdieu et tous les déterminismes sociaux qui peuvent exister. Et c'est vrai que quand j'essaye de leur parler de ça, il y a un côté fatalité qui est pas acceptable pour eux, qui est trop dur. Donc la seule chose qui leur reste, c'est l'illusion d'être maître de leur destin. Basile de Bure, ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc vous avez fait ces stages pendant plusieurs années et à un moment donné, vous voulez écrire le bouquin, savoir ce qu'ils sont devenus aussi. Donc il y a quand même cette petite question de ça a servi à quoi tout ce travail. Et vous en retrouvez un certain nombre. Et ce sont les portraits qu'on a dans le bouquin. Parmi eux, alors ce ne sont pas des vrais noms, mais une jeune femme, Baya, vous veniez de parler de prédétermination. Le parcours est chaotique, mais par exemple, Baya à l'école primaire, ça se passe bien. Oui, il y a une vraie différence d'ailleurs entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, dans justement les représentations qui peuvent exister à l'école. On se rend compte que chez les garçons, être bon élève, c'est mal vu en fait. Il y a une position d'indocilité, de réaction face à l'autorité, qui fait qu'ils vont revendiquer le fait de ne pas être fait pour l'école et l'auto-exclusion dès le plus jeune âge, dès 16 ans, quand l'école n'est plus obligatoire. Chez les filles, il n'y a pas ces représentations, donc elles vont... On a le droit d'être bon élève. On a le droit d'être bon élève, et c'est le cas de Baya, mais qui va malgré tout tomber dans un engrenage en étant confronté à la justice à cause d'une menace de mort sur Twitter. Mais c'est un profil très particulier. Menace de mort qu'elle profère, la personne qui est objet de cette menace porte plainte, et personne dont on devine absolument qui c'est, même si vous ne la citez pas dans le bouquin. Oui, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas à qui vous pensez. Ah, c'est pas vrai. Je pense que je sais à qui vous faites référence. Alors, vous pensez, on va mettre ça en transparence, que je pense à Éric Zemmour. Hein. Mais ça n'est pas Éric Zemmour. C'est pas lui. C'est un autre journaliste, un autre polémiste spécialiste des saillies contre l'islam. Et donc, cette jeune femme profère une menace de mort sur Twitter et elle est attaquée et condamnée. Et on va évidemment la suivre. Une des grandes différences, dites-vous aussi, pour Baya, pour les autres, c'est qu'il n'y a pas d'entourage pour amortir les chocs, pour réparer les petites incartades. Parce qu'en fait, au début, ce que vous montrez, dans quasiment tous les récits, c'est que ça commence par un truc de petite délinquance. Oui, absolument. Il n'y a pas si ça s'arrête là, ça s'arrête au fond. Complètement. Il n'y a pas les filets de protection de la bourgeoisie. Ce qui, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, dans mon milieu, va nous permettre de ne jamais tomber très bas et d'être toujours récupéré et sauvé quelque part par notre milieu, par notre famille. Chez eux, il n'y a pas du tout ces filets de protection et on va avoir vraiment une sorte d'engrenage où après un premier acte de délinquance, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Si on continue dans le schéma, dans les constantes, c'est un petit peu la colonne vertébrale du portrait robot, trafic de stupéfiants, ça quasiment tous. C'est un grand classique. Ça représente 25% des condamnations à une peine de tige et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour la justice aujourd'hui. On a un vrai problème dans la lutte contre les trafics de stupéfiants en France et ça gêne complètement le fonctionnement de la justice. Il y a tellement de condamnations pour ça, c'est terrible. Petite délinquance, trafic de stupéfiants et quasiment dans tous les récits, du harcèlement policier. La condamnation pour outrage et rébellion.
aussi, qui représente 25% des condamnations à des tiges. Parce qu'ils en ont marre, ils sont contrôlés 15 fois dans la journée. Quoi. Ils font 3 mètres, ils sont contrôlés. La question des contrôles de police est absolument centrale dans l'étude de la petite délinquance. Ces jeunes, ils sont contrôlés quasiment tous les jours. Je leur raconte souvent lors de ces stages que moi, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. Je suis blanc, je viens d'une famille bourgeoise, j'ai grandi dans le 5e arrondissement, ça ne m'est jamais arrivé et ils ne me croient pas. Eux, ils sont contrôlés parfois plusieurs fois par jour et surtout, je leur pose une question, à quel âge est-ce que vous avez été contrôlé pour la première fois ? Les réponses que j'ai sont sidérantes. On a parfois des jeunes qui ont été contrôlés à 9 ans pour la première fois. Il faut imaginer un petit garçon de 9 ans dans la rue qui se fait contrôler par une brigade de la BAC. La violence symbolique, le cérémonial de dégradation que ça représente. Et il y a vraiment une remise en question de la légitimité dans l'espace public. Et puis, si on continue à stratifier tout cet empilement finalement de violences réelles ou symboliques, les inégalités face à l'orientation qui sont considérables. Bien sûr, il y a un vrai échec. Il y a un défaut d'information du côté des parents, publique. Et puis parfois l'école publique qui hésite à faire confiance en disant non, il ne va pas aller en lycée ou elle ne va pas aller en lycée général. Dans l'orientation, il y a un vrai problème. On présuppose des difficultés qu'ils vont rencontrer pour eux. Comme ils viennent d'une famille où les parents ne parlent pas français, on se dit mais non, il ne va pas réussir en Hippocagne. Mais bien sûr que si, il peut réussir en Hippocagne. Il faut lui donner sa chance et il y a un vrai problème d'orientation de ce côté-là. Il y a une grande méconnaissance des possibles. Ces jeunes, ils ne savent pas ce que c'est HEC, Sciences Po, l'ENA. Ça ne fait pas partie de leur imaginaire, donc on ne peut pas se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors que chez moi, les grandes écoles, ça fait partie de ma vie. C'est de la discussion depuis que vous êtes enfant. Donc ça, c'est une vraie rupture d'égalité. Basile Debure, c'est le psy des Lascars, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que Julien, qui encadre des jeunes à la Philharmonie de Paris dans des ateliers, le surnomme. On continue l'échange juste après la récré. Marine Plantec. Rebonjour Marine. Rebonjour Emmanuel. Nous allons jouer. Nous allons jouer. Je sens l'œil qui s'éclaire, qui pétille. Oui, là je suis contente. C'est le moment où elle se dit je suis tranquille, je vais le coincer. Je suis devenue accro à ce jeu. Donc je me suis dit que j'allais vous l'emmener. Ensuite on pourra y jouer si ça vous dit. Donc Smart 10, je vous entends. Ah oui, j'ai dit Smart 10 moi. C'est pas grave, on peut le faire à la française. Quoi, Smart 10. C'est un jeu de quiz qui est super pratique. Il est tout petit, donc on est loin des grands plateaux de jeu ou alors qui nous prennent beaucoup de place sur la table. On peut l'emporter n'importe où. Alors j'ai enlevé le cache pour que ce soit plus facile. Ouais, voilà. D'accord. Donc c'est un boîtier orange et noir avec à l'intérieur 200 questions. Pour changer de question, c'est facile, on ouvre le boîtier qui est déjà ouvert, on choisit la question, ça fait des cartes un peu comme ça. Voilà, qui sont double face, donc on a un double de questions. Les réponses sont cachées par les petits ronds noirs que vous voyez là, qu'il va falloir enlever lorsqu'on va donner la réponse. Donc là, la question... Ah, génial, effectivement. Voilà, donc là, la question que vous avez, c'est quel groupe ou artiste a rendu cette chanson célèbre, Emmanuel? Mais ça, c'est parce que vous l'avez présélectionné pour être sûr de savoir répondre. Parce que je vous en mettre une autre. Réponses, tout à fait. Je vais changer donc. Allez-y, je crois en ma culture générale. Non, on y va. Alors, quel groupe et artiste? Ok, super. Donc on y va. Donc je pose une question à Basile, par exemple? Par exemple, Basile. C'est moi qui lui demande. Ouais. Basile, donc c'est quel groupe ou artiste a rendu cette chanson célèbre? Life, je vais pas prendre du rap français parce que c'est le spécialiste mondial du rap français. Je vous signale qu'il y a une playlist d'ailleurs à la fin du bouquin qui est extraordinairement pointue. Life on Mars. Life on Mars, David Bowie. Yeah, alors on vérifie. On vérifie, on enlève. J'enlève David Bowie. Et donc, comment je lui mets son point? Eh ben avec le petit rond noir, vous pouvez lui donner. Et il y a une molette. Zou, ok, un point, génial. Vous interrogez Marine alors. Oups. Désolée, je l'ai ouvert, je pensais que ce serait plus pratique. C'est très bien comme ça. Alors, balance ton quoi? Angèle. Mais elle est trop forte. Un partout. J'ai appris par cœur. Je vais vous faire le match entre vous deux. Non? On continue. Je me fais coincer alors. Alors, je sais que vous avez eu du mal à la voir tout à l'heure. Oui, c'est ça, j'étais sûr. Creep. Pardon? Creep. Je vais le dire avec l'accent anglais. Creep? Ouais. On n'en a même pas parlé. Si, on en a parlé. J'en sais rien, je connais pas. Radiohead. Ah ben oui, Radiohead, bien sûr. Oh là là, la honte. Je vais me faire tuer. Bon, là, vous avez choisi le quiz chanson. Oui, j'ai choisi le quiz chanson. Mais en fait... Mais on apprend plein d'anecdotes, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai appris que la première fusée datait du XIe siècle. Et que le Monopoly datait du 19e siècle. Vas-y, il fait ouais, bien sûr. Donc voilà. Ça incroyable, je suis très surpris. Ah oui, c'était quoi? C'était chez les Chinois, non? Avec la poudre, tout ça? Oui, c'était en Asie, c'est ça, exactement. Dans le 11e siècle. Et d'ailleurs, la personne est décédée dans le test, au cours du test. Voilà. Donc on commence à vous donner des idées de cadeaux pour Noël. C'est super sympa. 7 novembre. Je ne vais pas citer la marque, mais c'est une sorte enfin, c'est un genre de trivial poursuite. Exactement. Mais très ludique, facile à trimballer. Oui. Et marrante, très actuelle. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis en plus, c'est pratique, on le trimballe quand on veut et puis ça prend pas de place. C'est génial, petit cadeau de Noël. Voilà, on commence à vous donner des idées de cadeaux. Dans la quotidienne, c'est qu'un début, je crois. Bah oui, on a quelques surprises pour Noël. Un petit mois de décembre assez sympathique qui nous attend. Génial. Marine, merci beaucoup. Je vous en prie. Suite de la partie tout à l'heure. Et pour l'instant, on retrouve Basile Debure, grand oral.
Basile de Bure, journaliste, écrivain, invité du Grand Oral pour Que le destin bascule chez Flammarion. Avec lui, on parle de ces jeunes qu'il a rencontrés lors d'ateliers de prévention de la récidive. Tous, écrit-il, ont raté leur rendez-vous avec la justice. Alors pourquoi est-il si difficile de les engager dans un parcours d'insertion? C'est un petit peu le sujet du troisième temps de cet entretien, le sujet politique publique. Donc d'abord, vous découvrez un univers, celui de la PSV, donc c'est Association de prévention du site de la Villette, donc ça c'est l'association dans laquelle j'interviens. Voilà. Et je vais découvrir un certain nombre d'autres acronymes. Alors, il y a SPIP, alors, le SPIP, qui n'est pas l'écureuil de Spirou. Exactement. Donc, dans cette enquête, je me suis intéressé à toutes les étapes de la chaîne pénale. Quelles étaient les étapes par lesquelles ces jeunes passaient depuis un acte de délinquance jusqu'à leur condamnation. Après une condamnation, ces jeunes ils vont rencontrer des JAP, les juges d'application des peines. Ce juge n'en avait jamais entendu parler. Vous pouvez me faire un truc comme ça, j'ai révisé tous les sigles. Et je pense que c'est une spécialité qui est assez peu connue du grand public et qui est pourtant primordiale. Ce sont les juges qui vont être chargés de suivre l'application d'une peine. Et ils ont un rôle dans l'insertion ou la réinsertion qui est absolument fondamental. Absolument. Ils vont suivre les condamnés en prison, mais aussi en milieu ouvert, en fixant donc les modalités d'une peine alternative. Donc une peine qui est une alternative à l'incarcération. En France, pour une peine en dessous d'un an de prison, on ne va pas aller vraiment en prison. Ça va être aménagé avec un bracelet électronique, des tiges et ce genre de peine. Donc ce juge est absolument primordial dans les parcours de réinsertion de ces jeunes. Ensuite, les jeunes, quand ils sont condamnés à un tige, ils vont être orientés vers le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc ce sont des conseillers de réinsertion qui vont suivre les jeunes, essayer de leur proposer la peine la plus adaptée à leur profil. Une peine individualisée, encore une fois, dans le but de les accompagner vers la réinsertion. Donc ce sont ces gens qui vont choisir le stage de tige ou l'action de tige qui va être la plus adaptée au profil. Et c'est comme ça qu'ils peuvent atterrir dans une association comme la PSV. Exactement. Et je me suis rendu compte que tous ces travailleurs sociaux étaient vraiment des héros, tout simplement, on peut dire comme ça. Qui sont quand même, pas assez nombreux. Absolument. Ils traitent beaucoup trop de dossiers. Pas super bien payés. Pas très bien payés. Et vous racontez un dénuement absolument considérable, en fait. Exactement. Pour vous faire une idée, un conseiller de réinsertion, il traite en moyenne entre 100 et 120 dossiers, alors qu'on leur recommande d'en avoir 40 à la fois. Un dossier, c'est donc une personne. On est donc à 3 fois plus. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut créer plus de conseillers de réinsertion, mais que les politiques ne s'intéressent pas vraiment à cette spécialité et qu'on préfère construire des prisons. Prisons qu'on remplit de manière absolument terrifiante. On les avait vidées en 2020 à cause du Covid. Enfin, toutes les personnes qui restaient plus qu'un certain nombre de mois de peine avaient été libérées. Et là, on est revenu à au-dessus de 2019, c'est ça? On est au même taux qu'avant le Covid. Donc, on a à peu près 72 000 personnes incarcérées en France pour un peu plus de 60 000 places. Donc, on est dans une situation de surpopulation carcérale absolument terrible. On a 140% de surpopulation carcérale en maison d'arrêt. Donc, les prisons qui accueillent des personnes condamnées à des peines de moins de 2 ans. C'est absolument terrible et la France est d'ailleurs régulièrement condamnée pour ces conditions d'incarcération. Donc les peines alternatives comme le tige, c'est un vrai moyen de et puis il y a de l'accompagnement. Alors je vois un peu la mèche, il y a un mot-clé qui revient beaucoup dans tout le bouquin, c'est la notion de confiance. Des jeunes à qui on a très peu ou pas du tout fait confiance à un moment donné et qui vont rencontrer cette confiance ou pas, mais qui parfois vont la rencontrer et ça peut les aider considérablement. Mais pour terminer, je voudrais quand même qu'on raconte l'histoire, que vous nous racontiez l'histoire de celui que vous avez surnommé Ezra, parce qu'il y a une histoire positive dans le bouquin. Alors, peut-être que les autres le sauront, elles ne sont pas toutes négatives non plus. Parfois, ça marche. Bien sûr. Alors, peut-être qu'il y a aussi Julien, un garçon qui a embauché. Il y a Julien, sinon. Allez, comme vous voulez. Un jeune homme qui effectue donc Alors, Julien, oui, parce qu'on a vraiment la fin de l'histoire. Sa peine de tige à la Philharmonie de Paris. Exactement, je l'ai cité tout à l'heure. C'est lui qui vous a surnommé le petit Lascar. Exactement. Et lui, à la fin de sa peine, ça s'est tellement bien passé que la Philharmonie lui propose un CDD. Donc, après son tige, il est embauché. Ça, c'est vraiment un exemple de peine qui est efficace. Et Ezra, lui, le tige... Attendez, alors Julien, et après avoir été embauché, maintenant il encadre des tigistes. Exactement, ouais. Ça donc peut arriver quand même aussi une histoire absolument de conseiller les autres pour, justement, par son expérience personnelle, expliquer à quel point ça s'est bien passé. Et sa hiérarchie voyant qui sait s'y prendre avec ces jeunes, qui sont quand même des jeunes pas simples, le promeut et il devient manager. Absolument. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est la belle histoire. Ezra, c'était autre chose? Ezra, simplement, en évitant l'incarcération, il a décidé d'arrêter le trafic de stupéfiants. C'était un dealer. Et là, ça a marché. Ça a été l'arrêt, la formation, la réinsertion, et maintenant il fait... On sait que la prison est criminogène. Les personnes qui rentrent en prison, il y a un taux de récidive absolument énorme. On peut dire ce chiffre, pour une peine de moins de 2 ans, quand on rentre en prison, il y a 60% de récidive. Quand on propose un tige, ça tombe à 31%. Donc, 2 fois mieux. Exactement. Et pour moins cher, sans aucun doute.
Alors ça, et on peut aussi parler de ce que ça coûte à la société. Une personne incarcérée, c'est 105 € par jour. Voilà. Une peine alternative, ça va être 10 € par jour. Et ben voilà. On peut faire le calcul. 2 fois mieux pour 10 fois moins cher. Qu'est-ce qu'on attend? C'est la question qui parcourt, que le destin bascule, sachant que c'est... Alors il y a un peu de sociologie, vous l'aurez compris dans le bouquin, il y a de l'enquête, il y a une analyse des politiques publiques, il y a surtout d'abord la plume formidable de Basile de Bure et l'incarnation de tous ces jeunes gens. Vous restez avec nous pour le cours particulier. On va parler aussi d'une façon de faire rêver les jeunes et de leur donner confiance. C'est un projet qui s'appelle Bâtisseurs de possibles. C'est Marie-Olivier qui va nous le raconter. Marine, merci beaucoup. Vous avez le droit. On sera ravis de retrouver Emma. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais on est ravis de vous avoir en plateau. Eh ben merci. Génial. Soyez toujours la bienvenue. Cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier aujourd'hui sur Bâtisseurs de possibles, projet qu'on avait évoqué avec Florence Rizzo de Synlab, mais sans entrer trop dans les détails. Et c'est un projet qu'on adore. Vous avez décidé de zoomer sur ce projet. Exactement, Bâtisseurs des possibles, c'est une démarche pédagogique qui est inspirée de Design for Change, dont on a parlé ici il y a quelques mois. Absolument, c'est comment s'appelle-t-elle? Kiran Birsetti, une indienne, c'est ça? Tout à fait, Design for Change, c'est une méthode mise en place par cette designer et pédagogue indienne qui avait elle-même été infectée par le virus ICANN. C'est comme ça qu'elle raconte l'histoire dans une conférence TED, c'est un virus. Oui, tout à fait, et qui souhaitait vraiment transmettre ce virus à tous les enfants dès le plus jeune âge. Le but, c'est qu'ils se sentent plus compétents, ces enfants, moins impuissants face aux problèmes qui les entourent pour qu'ils puissent s'y adapter et agir. Et Design for Change, on le rappelle, qui repose sur une pédagogie active où les enfants peuvent s'engager pour la société, mais à leur hauteur. On n'est pas dans les grandes théories, on est dans « je peux faire ça ». Exactement, et cette démarche pédagogique existe aujourd'hui dans environ 60 pays dans le monde. Et Bâtisseurs des possibles, en fait, c'est l'adaptation française de cette démarche. Donc, elle est née avec Synlab en 2012, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, c'est le Learning Planet Institute et un autre acteur de la transition éducative qui a pris le relais pour poursuivre la démarche. Est-ce que vous vous rappelez des 4 étapes du Design for Change? Pas du tout, mais j'ai une anti-sèche. Feeds. Feel, imagine, do, share. Ok, très donc, bien. Ressentir, imaginer, faire et partager. C'est ça. Donc, le Bâtisseur des possibles reprend les mêmes étapes, identifier le problème, trouver une solution, réaliser cette solution et la partager. Avec une étape qu'ils ajoutent en plus, et pas des moindres, l'étape 0 pour poser un cadre propice à la collaboration des élèves pendant le projet. Donc, on a des élèves autonomes, des élèves responsables, ou du moins rendus tels. Sur quel sujet travaillent les enfants? Sur tout un tas de sujets, handicap, égalité des genres, réduction des inégalités, pollution. Je vous laisse regarder. I can and you can, together we can be the change in the world. I can and you can, together we can be the change we want to see. Feel, imagine, do your part. Ils contribuent à un monde meilleur, tous ces jeunes. Exactement, ils contribuent aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Dans la vidéo, on voit Christophe. Oui, Christophe, l'adulte, qui accompagnent les élèves dans leur projet. Comment on peut mettre ça en place dans une classe? Exactement. Alors, que je sois enseignante ou enseignant. Ça dépend du contexte. Ils le mettent sur le site, mais il y a de nombreuses ressources qui sont disponibles sur le site de Bâtisseurs des possibles. Un blog, des ateliers où on peut s'inscrire en physique, ou encore des échanges sur un forum. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a aussi des kits pédagogiques qui existent et qui sont à disposition. Et qui produit toutes ces ressources? D'où viennent-elles? En fait, la force de Bâtisseurs des possibles, c'est vraiment la formation aux étapes clés de Design for Change, les ressources et les outils, mais surtout, il y a un accompagnement et un réseau d'enseignants qui est assez développé, enseignants et d'autres personnes d'ailleurs intéressées par l'éducation dans le monde, mais aussi en France. Donc, par exemple, ce réseau en France, il est composé de relais locaux, avec des enseignants qui représentent le dispositif sur le terrain, de facilitateurs qui forment à la démarche et de mentors, donc des enseignants qui forment à distance, qui accompagnent des projets. Et ça prend plutôt pas mal en France, plusieurs centaines d'enseignants concernés. Ça prend très bien, même Bâtisseurs des possibles a aujourd'hui touché 800 enseignants et 6000 enfants qui ont travaillé sur des sujets variés. Et enfants comme enseignants en retirent beaucoup, l'apprentissage du travail en groupe, la compréhension, pour n'en citer que quelques-uns, et surtout aussi l'impression et la fierté de contribuer à rendre le monde meilleur. On peut contribuer si on est enseignant soi-même? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire ou contribuer à cette démarche en tant qu'enseignant du primaire ou du secondaire, sachez que jusqu'au 9 novembre, donc c'est dans 2 jours, il faut se dépêcher, vous pouvez avec votre classe répondre à l'appel à projet qui s'affiche sur l'écran sur le sujet de votre choix.
Merci beaucoup, Marie. Vous connaissez Bâtisseurs de Possibles, Synlab? Non, je ne connaissais pas, mais ça a l'air formidable. C'est un truc formidable. Je crois même chez Playback, ils en ont parlé dans un certain nombre de journaux et qu'ils étaient installés pas loin du siège de Playback, voire dans les locaux. Basile, merci beaucoup. Marine, avant de quitter le plateau, elle vous a laissé une surprise. La question, c'est est-ce un rappeur? Vous savez, le petit jeu qu'on a fait pendant la récré. Qu'est-ce que je peux dire? Miley Cyrus. Alors, je dirais non. Bah non, bien sûr. Nekfeu. Oui. Ouais, ça, même moi, je regarde pas. Nick Carter. Non. 50 Cent. 50 Cent, oui. Yes. Ils ont gagné, match nul. C'est l'égalité. Vous lisez Que le destin bascule. Vous pouvez aller aussi sur le site de Bâtisseurs de Possibles pour lancer des projets. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Basile, chouchou de l'émission. Vous assumez? Absolument. Vous revenez quand vous voulez. Et peut-être même avant le prochain bouquin, parce que c'est un sacré boulot quand même tout ça. Merci aussi évidemment, et comme toujours, à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont. En régie, Benjamin Saillard, aujourd'hui assisté par Roxane Sarfati. Pour le son, Thibaut Goury-Lafont, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.